la rive droite de la Seine, à 45 km en aval de Paris, la centrale thermique de Porcheville-Baie comporte 4 tranches à resurchauffe de 600 MW. Le 22 août 1977, un très grave accident a pratiquement détruit la ligne d'arbres du groupe turbo-alternateur numéro 2. Fort heureusement, on n'eut à dénombrer que 3 blessés légers. La turbine de chacune de ces machines comporte un corps haute pression, un corps moyenne pression et 3 corps basse pression. Au moment de l'accident, le groupe numéro 2 totalisait environ 25 000 heures de fonctionnement. À l'issue d'un arrêt de 3 semaines pour révision, on procédait aux essais de survitesse. La rupture de la ligne d'arbre en de nombreux points s'est accompagnée d'un incendie, de l'hydrogène de l'alternateur, puis de l'huile au palier. Le rotor du groupe d'excitation du type à redresseur tournant a été éjecté sur le côté des structures fixes. En débutant par cette extrémité de la machine, on remarque immédiatement le bout d'arbre de l'alternateur qui apparaît fléchi et traversé par une cassure longitudinale. Dans le groupe d'excitation, les dégâts sont très importants. On peut rappeler que la partie tournante de cet ensemble est reliée directement au rotor de l'alternateur et ne comporte ainsi qu'un seul palier. Au sol, on trouve éparpillés les différents appareils auxiliaires installés à l'extrémité de ce rotor. En plongeant notre regard au travers de la déchirure du capotage, on peut voir la destruction totale de l'alternateur d'excitation, dont il ne subsiste ici en place que la moitié inférieure du stator. Avant de poursuivre notre description, notons que tous les coussinets de la ligne d'arbre ont été éjectés. À l'autre extrémité de l'alternateur, côté turbine, le bout d'arbre rompu est visible sur le côté gauche de la machine. On verra ultérieurement qu'il a subi 2 cassures, dont une au ras de la table. Le tronçon extrême qui porte le plateau d'accouplement est retombé sur le côté gauche de la machine. On le voit ici fortement coincé entre le flasque de l'alternateur et la poutre du massif. Du fait de cette éjection, on peut déjà avant toute dépose avoir une première vision des dégâts internes de l'alternateur. Il apparaît que le circuit magnétique a été fortement affecté. Par contre, il n'est pas encore possible d'apercevoir l'autre tronçon d'arbre rompu au ras de la table qui se trouve avec la frette et la soufflante dans le fond de la carcasse. En nous tournant maintenant vers la turbine, le dernier tronçon d'arbre nous apparaît également rompu. Cette extrémité d'une masse d'environ 2700 kg s'est trouvée projetée à la verticale. Après un rebond sur le portique de manutention disposé au-dessus de la machine, elle est retombée en traversant le plancher de la salle des machines jusqu'au radier du bâtiment, situé 11 mètres plus bas, causant d'ailleurs quelques dommages aux pompes de reprise. Ce bout d'arbre rompu et planté verticalement se trouve entre le dernier et l'avant-dernier corps basse pression.
Notons au passage, après démontage des enveloppes externes, l'état des aubages fixes des derniers étages, en rappelant que la rotation des mobiles s'est achevée en l'absence de palier. Dans ce même intervalle, l'autre bout d'arbre a été rompu en plusieurs fragments, dont certains appartenant au plateau de l'accouplement ont été projetés à des distances allant jusqu'à 600 mètres. Toujours en remontant vers la tête de la turbine, arrêtons-nous dans l'intervalle entre second et premier corps basse pression. Là aussi, on relève la rupture des deux bouts d'arbre. Mais la liaison entre les deux plateaux d'accouplement a résisté et après de nombreux rebonds, l'ensemble est resté curieusement posé en travers entre les deux corps. Comme sur tous les autres bouts d'arbres, les cassures sont toujours situées au droit des coussinets porteurs et au changement de section des arbres. Enfin, entre le premier corps basse pression et le corps moyenne pression, on trouve la rupture du bout d'arbre moyenne pression. Et pendant ce temps, nous avons saisi sur le groupe voisin quelques images d'une ligne d'arbre intacte au cours de l'exécution de certaines opérations de contrôle. Les travaux de démontage se poursuivent. Une grande rigueur est maintenue dans leur organisation. Il est essentiel en effet de préserver toutes les pièces pouvant servir ultérieurement à la reconstitution du déroulement de l'accident. Les cassures en particulier sont soigneusement protégées. Pour l'alternateur, ce souci a donc conduit à rechercher un moyen d'ouverture du circuit magnétique permettant d'atteindre le rotor. On aperçoit de loin les opérations de découpe et d'allègement sur lesquelles nous reviendrons dans quelques instants. Sur le rotor moyenne pression, les aubages ont bien résisté malgré l'arrêt, en l'absence d'un palier. Le rotor a pratiquement été porté par les étanchéités au droit des bandages. Sur les rotors basse pression, on voit mieux maintenant l'importance des dégâts subis par les aubages du fait de l'arrêt de la rotation en l'absence de supportage au niveau des paliers. Toutes ces destructions ont donné de nombreux missiles à l'intérieur des corps vers le condenseur, les plus importants provenant des aubes de grande dimension des dernières roues, dont certaines sont rompues à la base. Revenons maintenant vers l'alternateur pour suivre plus en détail la préparation pour l'ouverture du circuit magnétique. Après une découpe le plus près possible du centre, les tôles sont enlevées par paquets de manière à alléger au maximum la partie à tronçonner. Cette opération aura duré 3 semaines, c'est environ 70 tonnes de tôle qui auront été ainsi retirées. Pour cette opération, la carcasse de l'alternateur a été préalablement découpée, révélant plusieurs déchirures importantes de l'empilage de tôle. Cette situation renforce les craintes de trouver les fragments du rotor fortement enchevêtrés à l'intérieur et confirme le bien fondé de la méthode d'allègement choisie pour faciliter l'ouverture sans affecter la position du rotor.
On poursuit parallèlement le déblaiement des éléments de toute nature de la turbine endommagée, chacun étant repéré avec soin et les positions relevées avec précision. La dépose des parties internes des corps basse pression permet maintenant de mieux voir les dégradations imposées aux aubages fixes par les rotors au cours de leur ralentissement en l'absence de palier. En rappelant que l'accident a eu lieu le 22 août, on note que l'organisation des travaux et le respect d'un démontage méthodique auront demandé environ 5 semaines pour permettre la dépose des rotors de la turbine. Pour l'alternateur, l'allègement du circuit magnétique devra encore être complété par la mise en place d'une structure de renfort mécano-soudée permettant d'opérer la dépose de la partie restante en 4 secteurs qui seront ensuite réassemblés afin de reconstituer la surface interne de l'entrefer. Dans le circuit magnétique, les découpes finales des 4 secteurs ne sont effectuées qu'après la fixation du dispositif de raidissement afin d'éviter les effondrements éventuels. 3 secteurs étant déjà déposés, on peut découvrir l'état du rotor, dont plusieurs dents entre les encoches sont cassées longitudinalement à leur base et enroulées dans l'entrefer. Comme nous l'avons annoncé précédemment, les 3 secteurs déjà déposés seront retournés et assemblés pour examen. Pendant que cette phase importante de travail se poursuit sur l'alternateur, le démontage de la turbine a progressé, l'ensemble des rotors a maintenant été déposé. Mais revenons à l'alternateur en notant le tronçon d'arbre maintenant visible, rompu au droit de la frette, pour assister au levage du 4e secteur de circuit magnétique qui viendra rejoindre les 3 autres secteurs vus précédemment et achever après assemblage la reconstitution de la face interne de l'entrefer. Pendant que s'achève cette dernière manœuvre qui va nous permettre d'observer enfin le rotor, notons que l'enlèvement des derniers secteurs a rencontré quelques difficultés du fait de l'enchevêtrement dans l'entrefer des dents rompues et des barres de cuivre ainsi libérées. Voici donc le rotor tel qu'il se présente dans le circuit magnétique. Du côté turbine, la cassure longitudinale débouchant dans l'autre cassure transversale au bout de la table est maintenant mieux visible. Également mieux visible est le tronçon d'arbre situé entre cette cassure et le tronçon porteur de l'accouplement vu antérieurement sur le côté de la machine. Ce premier coup d'œil au rotor, ainsi observé dans son ensemble, montre que, pratiquement au milieu de la table, une cassure transversale traverse la partie supérieure et rejoint la cassure longitudinale. Une seconde cassure transversale apparaît également, sans cependant avoir eu un développement complet jusqu'à séparation des morceaux.
Nous assistons maintenant à la préparation du levage du rotor qui demande plusieurs manœuvres préliminaires du fait de la cassure au ras de la table qui, du côté turbine, a supprimé toute possibilité d'accrochage. Avec beaucoup de patience, en utilisant conjointement cales et vérins, on opérera ainsi un soulèvement préliminaire du rotor suffisant pour passer autour de la table elle-même une élingue de levage. Parallèlement à ces opérations, le démontage et le déblaiement ont été poursuivis du côté du groupe d'excitation. Les parties jugées sans intérêt ont été évacuées. Par contre, toute pièce jugée nécessaire à l'expertise a été soigneusement déposée après repérage de sa position et éventuellement prélèvement d'échantillons de métal au droit des cassures. La méthode de préparation du levage précédemment décrite a été suivie sans difficulté notoire et finalement, c'est le rotor dans son ensemble qui peut maintenant être extrait du stator de l'alternateur. Ainsi donc, l'ouverture du circuit magnétique et le levage du rotor dans son ensemble auront permis de déposer cette pièce importante, brisée en plusieurs morceaux, et d'envisager avec beaucoup plus d'aisance et de chances de réussite la séparation de ces différents morceaux sans affecter ou même détruire les faciès de cassure. Une fois le rotor entièrement dégagé, une nouvelle cassure transversale apparaît à la partie inférieure. Cette cassure traverse donc le rotor dans la zone où, comme cela est apparu dès l'ouverture du circuit magnétique, plusieurs dents entre les encoches sont rompues sur une longueur importante. Ces ruptures sont bien entendu accompagnées, comme nous l'avons également vu précédemment, de l'éjection des barres de l'enroulement rotorique. On en déduit ainsi rapidement que la rigidité de la partie inférieure du rotor est assez douteuse et ne permet pas d'en envisager une manutention compliquée. Aussi décide-t-on de réduire les manœuvres au minimum et d'aménager un plan de dépose dans le voisinage immédiat de la machine. La moitié inférieure restante du stator sera également conservée après la découpe transversale en deux parties pour faciliter sa manutention. Quant au rotor, après installation sur deux berceaux supports, il fera l'objet d'un désassemblage soigneux. La séparation des morceaux demandera la coupure de quelques-unes des dents et l'extraction des barres restantes du bobinage. Dans le bas de la salle des machines, une aire fermée a été aménagée pour le stockage dans de bonnes conditions de tous les éléments déposés, permettant ainsi d'organiser et d'entreprendre les travaux de reconnaissance, repérage et expertise. Des investigations ont été également lancées sur le massif de fondation, le condenseur et les réchauffeurs basse pression associés. La reconstitution de la machine est déjà entreprise et le nouveau groupe devrait entrer en service à la fin de l'année 1979.